Le Carré rond, saison 7, épisode 9. Nous dérogeons un petit peu parce que, comme vous voyez, nous avons de la visite. Avant que je salue mes collègues, je vais saluer Michael. On prend à peine de demander en plus avant de rentrer en ondes. Michael Bisson, qui est de la NSPW. Steve, je vais te laisser prendre les rênes un petit peu parce que c'est ton invité, mais vous avez des belles affaires à nous conter. Fait que je vous cède le micro, mes chers amis. Hey, salut Michael, comment ça va? Hey, salut vous autres, ça va super bien, content d'être là. Hey, ben merci d'avoir accepté notre invitation. Michael, dans le fond, on t'a invité dans le Carré rond. La NSPW présente le 17 juin au Stade Canac son gala Golden Opportunity. Moi, j'avais le goût qu'on parle à soir de ce gala-là parce que c'est pas à tous les jours qu'il y a un Stade Canac, puis c'est pas à tous les jours qu'il y a un aussi gros show de lutte que ça qui s'organise au Québec. Parle-moi-en un peu. Les gens qui vont y aller, là, ils peuvent s'attendre à quoi? Ils peuvent s'attendre à tout un show. C'est la fin de toute une saison. Donc, toute l'année, toute la saison, depuis septembre de l'année passée, on a bâti les histoires, les rivalités pour mener à ce gala-là. C'est... peuvent s'attendre à toutes sortes de matchs, que ce soit un match en cage en finale pour la ceinture, un match intergender pour la ceinture junior heavyweight, un combat qui est sans disqualification, le retour d'une légende de la lutte au Québec comme Kevin Martel, il y en aura pour tous les goûts. Je pourrais honnêtement faire l'émission complète juste à parler de chacun des matchs puis de toute la carte. C'est un gros show pour la NSPW, c'est un gros show pour la lutte à Québec aussi. Le Stade Canac, c'est entre 1500 et 2000 personnes qui vont être sur place. C'est la troisième fois qu'on fait un show là-bas. Puis à date, il annonce beau. Fait qu'on est très positif aussi à ce sujet-là. Mais c'est le plus gros gala à mon avis, tout confondu, je parle pas en termes seulement d'assistance, mais en termes d'importance au Québec, selon moi. Mais ça représente quoi, justement, comme travail pour toi, là, puis pour toute l'équipe de la NSPW, organiser un show comme ça? On n'organise pas ça en faisant une carte sur un paquet de cigarettes, là? Non, ça demande beaucoup de travail d'équipe, autant au niveau du booking que des lutteurs qui se donnent tout au long de la saison pour livrer un show de qualité qui va attirer l'attention des amateurs puis qui va leur donner envie de revenir puis de s'investir dans ces rivalités-là pour, à la fin de la saison, voir le dénouement puis comment ça va se terminer puis les gros combats. Côté booking, c'est un gros travail de monter une carte à ce niveau-là parce que non seulement à travers toute la saison qui avance, on bâtit vers quelque chose, mais c'est la lutte. Hein, fait qu'il y a tout le temps un paquet d'imprévus, il y a quelqu'un qui se blesse, il y a quelqu'un finalement qui est plus disponible. Il y a d'autres talents que tu découvres à travers l'année qui finalement viennent être un bon fit dans tes plans. Fait que c'est d'adapter tout ça, mais c'est de garder toujours en tête à partir du point A où est-ce qu'on s'en va à la fin de la saison, qui est le point B, puis de toujours... Peu importe les décisions que tu prends au fur et à mesure que la saison avance, c'est de regarder ça en tête. Vas-y, continue. Puis, organiser un show au Stade Canac aussi, c'est tout le travail en arrière-scène, comme Steve Boutette, qui est le promoteur de la NSPW, c'est créer des relations avec les gens du Stade Canac, avec des compagnies importantes à Québec qui croient en nous, qui nous commanditent. C'est en même temps, faire un show au Stade Canac, je dirais que c'est des années d'investissement, puis d'énergie, puis de passion, de monter des shows, puis d'en donner aux gens pour leur argent aussi. Parce que tu peux pas arriver du jour au lendemain, moi, je vais me partir une promotion, je vais faire un show à la Place Belle, à Montréal, au Centre Vidéotron ou au Stade Canac. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend de nombreux shows où est-ce que les gens sont venus puis qui ont été satisfaits du produit qu'ils ont eu puis qui sont revenus encore et encore. C'est de créer un fanbase. C'est du travail. Même si c'est le troisième show qu'on fait là, c'est du travail de nombreuses années, je pense.
Puis justement, tu sais, de ce que j'ai vu sur votre carte, là, vous autres, vous avez l'école de lutte NSPW, donc vous allez donner la chance à des élèves, à des rookies de la NSPW de faire partie du show dans Battle Royale, là. Oui, absolument. On a à chaque événement au Centre Horizon de la NSPW l'avant-show qui est commandité par PAPS, où la majeure partie du temps, on va utiliser des lutteurs de Generation Next, de l'école de lutte, pour leur donner de l'expérience devant une foule, de leur permettre de travailler des fois avec certains vétérans. Pee-wee, Stephen Sullivan, les Wonder Boys ont tous à l'occasion de lutter avec des élèves dans le pre-show. Et puis, je trouvais que rendu à Golden, c'était une belle opportunité de remercier tous ces élèves-là qui ont participé à l'avant-show tout au long de la saison, qui nous ont permis de livrer un peu plus de contenu à nos fans, qui arrivent un peu plus tôt dans la salle, puis qui sont là pour les divertir. Puis c'est une belle opportunité aussi pour eux de lutter devant une énorme foule, comme ils ont jamais eu la chance de lutter avant. Puis, je pense que c'est un stress qui est bon pour forger le caractère, puis qui est bon aussi pour les aider à se développer en tant que lutteurs, puis leur personnalité et tout ça, parce que c'est lutter devant 400, 500 personnes dans une salle où tout le monde est collé à l'entour du ring, c'est une chose, mais quand tu es dans un stade où tu as peut-être 200 personnes à l'entour du ring, puis que le reste du monde sont dans les estrades, où est-ce qu'il faut que tu exagères encore plus tes mouvements, où est-ce qu'il faut que tu sois encore plus vocal, c'est une autre game. Puis je pense que ça va être vraiment trippant pour ça. La vibe, elle va être complètement différente aussi, tu sais, que ça soit présenté comme un gros événement, là, tu sais, justement, là, tu l'as très bien expliqué, tu sais, que tu dois... Comme performeur, faut que tu t'ajustes aussi, là, c'est clair. Là. C'est pas comme ta crowd habituelle qui est là à tous les semaines ou peu importe aussi. Là, ça doit être une méchante belle expérience. Puis justement, moi, j'ai une question qui est un peu plus grand angle. Tu parlais tantôt que c'était un événement important pour la lutte à Québec. Évidemment que tu es ici pour nous parler de NSPW, mais comment ça se passe depuis les dernières années, la pandémie, tout ça. Puis parle-nous un peu là, de comment ça se passe pour vous autres au niveau de votre développement, et ainsi de suite. C'est la troisième Golden Opportunity, c'est la troisième édition. Comment ça se passe les dernières années, mettons? Là? On parle souvent de ça. Nous autres, ici, on dit que la lutte est en santé au Québec, mais parle-nous de comment ça se passe à Québec. En fait, c'est pas le troisième Golden Opportunity, okay, c'est le 14e, en fait. OK, mais c'est au Stade Canac que tu parles de. Oui, c'est le troisième gala qu'on fait au Stade Canac. C'est la deuxième fois qu'on fait Golden au Stade Canac. OK, parfait. I stand corrected. Merci. Pas de problème. Oh, j'ai un invité avec moi. Ben oui, c'est ça. Ça aide à calmer les gens dans des meetings plus sérieux. Tout à fait. Pour ce qui est de la lutte à Québec depuis la pandémie, je te dirais que ça a été difficile au début, là, quand ça rouvrait, ça refermait, ça réouvrait, ça refermait. On a fait comme plusieurs galas devant des tout petites foules à l'école de lutte. Mais depuis qu'on a repris les activités à temps plein, ça a coïncidé peu de temps après avec nous qui change de salle, toujours au Centre Horizon, mais on est montré au 4e étage. Et au lieu d'avoir une salle qu'on loue à chaque mois, on a à chaque fois qu'on veut faire un gala, on a un local qu'on loue mensuellement. Donc, le ring est toujours monté, le setup est toujours monté. On a pu construire un beau décor, on a un vestiaire assez grand plutôt que de mettre les boys dans le coin sur le stage. Et puis, ce que ça a fait, c'est que ça a permis de monter le production value un peu du show, rendre ça, puis que ça ait l'air encore plus professionnel, puis essayer de matcher un peu plus le calibre de ce qu'on livre dans le ring. Et puis, la foule a vraiment répondu à ça, parce que toute la saison, on a eu des assistances au minimum de 450. Wow. C'est toujours 450 en montant à chaque mois. Puis là, je parle même pas de à chaque fois qu'on fait un show Diamant, que c'est sold out des mois à l'avance. Là. Donc, juste le Centre Horizon, 450 en montant. Je pense que le deuxième show qu'on a fait dans la deuxième salle, on a atteint notre max de 623. On pouvait plus laisser rentrer personne. Ça circulait pas dans la salle. C'était jam-pack, finalement. Ça jam-pack, il faisait chaud. C'était un peu désagréable pour le monde dans le ring.
Ben moi, je suis allé à quelques occasions dans la dernière année travailler pour la NSPW. J'y retourne justement à Sainte-Marie-de-Beauce le 24 juin. Oui, c'est vrai. Le professionnalisme de la fédération, il est incroyable. Les gars sont bons. Ça a l'air des lutteurs, tout ça. Puis je veux revenir à Golden Opportunity en parlant de lutteurs parce qu'il y a deux gars qui me fatiguent qui sont sur ta carte. T'as Gangrel, mais t'as Kevin Martel. Oui. Kevin, là, quand moi j'ai commencé à faire de la lutte, lui, il terminait à cause de la blessure, tout ça. Mm-hmm. Mais ça a-tu été dur de le convaincre à faire de la lutte ou bien il veut vraiment lutter avec son fils? En fait, le fils de Kevin, Sean, a commencé à suivre des cours de lutte avec nous. Il est parti, puis ensuite il est revenu. Puis là, tranquillement, Kevin est rentré un peu dans l'entourage, est venu assister à une couple de pratiques. Fil en aiguille, il s'est mis à donner des cours à l'école de lutte. Puis moi, quand j'ai commencé dans la lutte, Kevin, c'était mon entraîneur. Avec Sonny Warcloud, Kevin, les deux m'ont appris à lutter quand je suis arrivé à Québec. Donc, le gars, c'est un passionné. Il en mange, il avait ça dans le sang. Puis c'est un des plus gros gâchis de l'histoire de la lutte au Québec, à mon avis, le fait que Kevin a dû arrêter parce que je me souviens, écoute, en 2001 à la ICW, un combat entre Matty 69 puis Kevin Martel. J'étais là, ce show-là, moi. C'était du calibre de ce qu'on voit aujourd'hui. C'était tout qu'un match. Et puis, il a commencé à venir de temps en temps backstage voir les shows quand Sean s'est mis à lutter un peu plus. Puis quand t'es loin de la lutte puis tu remets le pied dans une salle, la piqûre, elle te reprend. T'es faible, ouais, c'est ça. C'est ça. Si t'es le moindrement en état de lutter un peu, ça te tente. Fait que, moi, c'est sûr que si j'avais l'occasion de l'avoir sur une de mes cartes, j'allais sauter là-dessus. C'était juste de trouver le bon angle. Puis avec ce qui se passait entre Golden, Greg et Sean, on a eu des discussions, puis on l'a approché avec l'idée d'être en équipe avec Sean à Golden, puis il a tout de suite accepté. Puis il y a deux choses intéressantes par rapport à ça. La première, c'est au dernier show, quand il a fait un run-in, il est venu aider son gars. À la seconde qu'il est rentré dans le ring, tu jurais que c'est Kevin Martel d'il y a 20 ans qui était dans le ring. Là. Tu voyais dans ses yeux, là, le feu était là, comment il bougeait, la façon qu'il regardait la foule. Il y a ça dans le sang. Là. J'en avais des frissons de le voir aller là, sa tourne est partie. J'ai l'impression qu'on triperait presque plus backstage de le voir là que les gens qui ne savaient pas été qui, mais ils vont en avoir pour leur argent à Golden quand ils vont le voir lutter. Puis, ce qui était drôle, c'est que on a voulu faire une petite surprise à Greg et Sean. Donc, les deux n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Eux étaient là, pensaient qu'il allait avoir un segment qui allait se setter pour un match entre Pee-Wee et quelqu'un d'autre, puis que une autre personne allait venir à l'aide de Sean, puis finalement, c'est Kevin qui est arrivé. Donc, t'as Sean qui est dans le ring, t'as Kevin qui est au micro, puis qui annonce qu'il va faire équipe avec son gars à Golden contre Greg et Pee-Wee, et t'as la face de Sean qui réalise dans le ring tout ce qui se passe. 20 minutes après, le kid backstage en revenait pas encore. T'es là. C'est vrai, là? C'est vrai, vous me niaisez, là. C'est pas vrai, là. Fait que c'était... J'aime ça parler de cette histoire-là parce que c'est pour des choses comme ça qu'on fait la lutte. C'est pour les réactions des gens dans la foule, puis c'est un monde de passionnés. On s'investit, on aime ça, on en débat, on a des podcasts, on a des émissions. Les gens dans notre entourage qui aiment la lutte, on peut discuter de tout et de rien, mais ça vient nous chercher quelque chose en dedans. Puis on aime ça, faire vivre aux gens des moments comme ça, des moments qui sont vrais. Puis je m'excuse, là, je pars sur une tangente comme ça. Non, vas-y. Là, tu nous permets de prouver à nos fans, là, à ceux qui nous suivent, tu sais, qu'il y a d'autres freaks comme nous autres. Là, tu sais, fait que, c'est merveilleux. Exactement. On est suspendu à tes lèvres en ce moment. Ouais, absolument. Mais ça me fait toujours rire quand les gens disent que la lutte, c'est fake. Parce que une émotion, c'est pas fake. La réaction du monde, c'est pas fake. Les moments
les gens vivent dans le ring, les gens vivent dans la foule, quand le gentil triomphe après des mois et des mois de souffrance, ou quand le méchant fait un coup de cochon puis frustre le monde, c'est des réactions viscérales qui sont vraies à ce moment-là, puis c'est pas parce que c'est scripté que c'est nécessairement fake. Non, puis les bombes sont pas fake, puis les risques que ces gars et ces filles-là prennent sont pas fake, puis la confrérie, la camaraderie, puis surtout le brotherhood ou la confrérie, de mettre ton intégrité physique entre les mains d'une autre personne. Il y a quelque chose de fucking noble là-dedans. Puis, si tout ce que tu... Regarde, moi, ça fait longtemps que je dis ça. Tu as des prédispositions à être un fan de ça ou pas. Ça va être bien, bien rare que quelqu'un que tu as connu toute ta vie qui va te dire « t'es fake, ces affaires-là ». Tu sais, qu'à un moment donné, il va te dire « Hey, tu dis quoi? » Ça arrive. Je dis pas que ça arrive pas. Mais, tu sais, il existe des prédispositions. Tu sais, il y a personne, là, Michael, dans l'histoire du cinéma qui a dit « Mais là, ça se peut même pas un sabre laser. » Voyons, il y a personne qui a dit ça, là. Tu sais, tu tripes sur Star Wars ou tu tripes pas sur Star Wars, le lore, tout le pageantry, tout ça. Fait, la lutte, c'est un peu la même affaire. Et puis, allez vous promener, là, ceux qui vont dire « Ah, c'est du soap opera pour les gars, pis des affaires de même. » OK, je comprends l'analogie, mais ça va tellement plus loin que ça. Tu sais, payer ses 12, là, la terminologie de ça, là, tu sais, c'est s'il y a bien un domaine dans lequel c'est pas de la bullshit, c'est bien la lutte, là. Parce qu'écoute, là, tu sais, là, toutes les histoires que tu pourrais nous raconter, que Steve nous raconte, que moi, je peux raconter, que j'ai entendu dans des shows d'interview, peu importe, de gars qui faisaient des 600 km pour aller se faire donner 25$ pour bumper dans un match de 3 minutes. Garde, tu sais, il y a une noblesse là-dedans, il y a quelque chose de puis, garde, moi, je salue, je trouve ça cool qu'un gars comme toi vienne nous... Oui, tu viens promouvoir quelque chose, mais garde, en le faisant, ça jute de toi, là, que t'aimes ça, puis t'es passionné de ça, puis c'est ça qu'on aime, nous autres aussi, là. Ouais, ben, je suis le pire promoteur pour ça, parce que, faut que je plug le show, mais je vais partir sur des tangentes, puis ça vient me chercher, puis ça m'allume de parler de lutte, puis des expériences, puis du booking, puis tout ça. Puis t'apportes un point qui est intéressant. Tu dis, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui dit « Ah, c'est fake la lutte », puis qu'à un moment donné, va changer son fusil d'épaule. Ça se peut, mais c'est plus rare. Ça se peut. Mais généralement, ces gens-là, quand ils les amènent à un show de lutte, puis qu'ils voient ça live, là, pas à la télé, pas sur YouTube, qui voient ça live, puis qui font l'expérience de qu'est-ce que c'est, parce que c'est ça, la lutte, là, c'est du théâtre extrême, c'est une expérience. Oh, ouais. C'est un art. C'est un art. C'est un art scénique, absolument. Puis avec les shows qu'on a commencé à faire au Diamant, on l'a vu ça aussi, parce que au début, le théâtre rencontre la lutte, on fait des shows au théâtre Le Diamant. On a remarqué que c'est une foule qui est très différente de ce qu'on a au Centre Horizon. Eux viennent voir un spectacle et tout ça, puis il y avait beaucoup de curieux les premiers shows de on va aller voir c'est quoi, puis le monde triple, là. Puis on a eu beaucoup de commentaires de je trippais pas tant que ça, la lutte, je savais pas quoi m'attendre, mais c'est vraiment malade, c'est vraiment cool. Puis ben ça fait plusieurs années là, qu'on est là. En fait, tu le dis bien, puis je vais me reprendre. Ton challenge, c'est pas de faire aimer la lutte à quelqu'un. C'est d'amener quelqu'un à un show live pour la première fois. Il est là, ton challenge. Après ça, tes probabilités que quelqu'un aime ça décuplent, là. Mais c'est vrai que... Mais, hey, qu'est-ce que tu fais samedi? Ça te tente de venir avec moi? Je m'en vais voir un show de lutte, whatever, à Montréal, au Bain Mathieu, peu importe. Mais, hey, tu es malade. Tu veux aller faire... Tu sais, c'est plus à ça que tu te frottes. Puis les gens, ben oui, ils ont l'espèce de j'ai pas envie de dire préjugés défavorables, mais tu sais, ce que tu vois à TV, puis... Tu sais, il y a quelque chose de plus viscéral quand tu vas voir ça en personne. Puis encore plus quand c'est... Puis là, c'est vraiment pas péjoratif, mais encore plus quand c'est indépendant. Quand c'est plus indie, là, ça a une saveur différente de la grosse machine de la I ou de AEW ou de même de New Japan là, quand ils sont venus du continent américain. Fait que non, tu fais bien c'est un très bon point que tu soulèves. Les probabilités augmente drastiquement quand tu viens à bout de convaincre quelqu'un de venir avec toi. Parce que c'est pas juste le show de lutte, c'est l'ambiance, c'est tout le... Tu sais, regarde, moi, JC, on est allé voir Mick Foley quand il est venu faire son stand-up ici, là, à Montréal. Puis
tu sais, plein de monde qu'on connaît pas. Puis ça jase. Puis, tu sais, c'est très... c'est vraiment sympathique. Fait que moi, plus on peut, dans le Coréron, plus on est en mesure de promouvoir ce qui se fait chez nous, puis plus qu'on va le faire. Là, que ce soit à Montréal, Québec ou n'importe où. Là, ça n'a pas d'importance. Ça. Oui, puis tu sais, c'est un happening. Puis tu sais, traîner quelqu'un comme, hey, t'as rien à faire samedi soir, on va aller prendre une coupe de bière en regardant de la lutte, ça va être drôle. Puis finalement, ils embarquent, puis ils trippent. Ouais, c'est eux autres qui veulent revenir le show d'après. Il y a eu... excuse, Steve, ça va prendre 2 secondes. Il y a eu une... mon Dieu, OK, ça, je me fais proposer de commander des affaires pendant le show. OK, non. Il y a eu une époque, je ne sais pas si tu as remarqué ça, soit comme worker ou comme booker ou impliqué là, dans une fed. Tu sais, il y a eu une époque, là, j'ai envie de dire, il y a peut-être 12, 15... post-ECW, post-Ruthless Aggression, où tu sais, comment je vais te dire ça? C'était peut-être plus américain. J'étais moins versé dans ce qui se fait chez nous à cette époque-là, où il y a eu, justement, parce que tu disais tantôt, regarde, on va aller prendre une bière, on va regarder de la lutte, on va avoir du fun, puis là, le monde embarque. Il y a eu une période où est-ce que la lutte a un peu changé, à mon sens, où j'ai pas envie de dire des hecklers, mais tu sais, du monde qui suspendait pas leur disbelief. Puis là, ben, tu sais, il y avait une espèce de courant, surtout par la Internet Wrestling Community, il y a eu une espèce de courant où est-ce que tu sais, t'allais voir un show de lutte, puis tu éclais, tu faisais le contraire de ce qu'on te demandait. Après ça, ben, on l'a vu, John Cena, quand il est arrivé, quand il a été plus prépondérant. Est-ce que ça, dans ton expérience, puis elle peut être récente, là, je parle d'il y a longtemps quand même, mais c'est-tu quelque chose que tu croises encore? Tu sais, ça arrive-tu que vous bouquez des shows, même si c'est pas au Diamant, puis c'est de la crowd habituelle, que tu as de ça, ou bien si vous avez pu vraiment rencontrer ça, puis comment dire, le filtrage de tout ça, s'est-il opéré? Puis est-ce que ça a changé justement avec la pandémie, puis ainsi de suite? Là? Quand tu t'en es ennuyé, peut-être tu vois ça autrement. Là. Je te dirais que dans les dernières années, c'est quelque chose que j'ai vu de moins en moins. Là. Peut-être avant la pandémie, c'était quelque chose qu'on remarquait quand même. Où est-ce que tu avais beaucoup de monde qui... T'avais une couple de, je veux pas dire de tout croche, mais je vais le dire pareil, qui étaient dans la foule puis qui essayaient de faire leur show. Qui profitaient. Puis en même temps, c'est comme une mince ligne. Là. Tu te dis, ben ils ont payé leur billet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En même temps, ben c'est dole quand tu essaies de faire un show puis eux sont vraiment juste là pour scraper le show puis attirer l'attention sur eux. Mais je te dirais que c'est de moins en moins. Il y en a tout le temps un qui est un peu trop chaud puis qui s'énerve en foule, mais souvent le monde alentour le rassise puis show goes on puis c'est correct. Mais je pense que les foules, principalement au Québec, ont beaucoup évolué dans les dernières années. Sont beaucoup plus réceptifs à ce qui est présenté dans le ring puis ils apprécient beaucoup plus aussi le spectacle puis le talent athlétique des lutteurs. Il y a beaucoup plus de respect aussi, qui est notamment au niveau même des filles dans le ring. Où est-ce que dans le temps, on entendait des insanités non-stop. T'avais 2 filles dans le ring, puis c'était on veut des ciseaux, montre tes boules, puis des calls de jambon, là. C'est ça, le gros mononcle, pas de classe. Tandis que maintenant, beaucoup, avec Femme Fatale, avec la NSPW, de ce que j'ai remarqué, les gens apprécient vraiment ce qu'ils voient dans le ring. Puis, le premier show qu'on a fait au Diamant, il y a quelqu'un qui a lâché un call, vraiment pas de classe à Azael. Puis elle l'a réagi d'une bonne façon, puis toute la foule s'est mise à huer le gars qui avait été pas de plaisir. C'est ça. Fait que les mentalités changent en même temps que la société change aussi. Puis je pense que c'est une bonne chose. On est rendu ailleurs. Puis on essaie de présenter un show qui est professionnel, puis les gens le reconnaissent puis réagissent en conséquence. Steve, vas-y. Moi, le temps file, Michael, puis avant de te laisser aller, là, j'ai une couple de petits points que je veux qu'on parle. Il y a des pères de famille qui écoutent le Coréron puis qui n'ont rien à faire le 17 juin. Comment tu peux vendre ça à quelqu'un que c'est familial, là, le gars-là, là, Golden Opportunity, là, que c'est pas 18 ans et plus, rien, là? Si je te donne là, un 30 secondes, vends-moi là, tu me fais ça comment? On dirait une entrevue pour avoir un commentateur de Vince McMahon dans les années 80. T'as un balai, vends-moi là.
Honnêtement, c'est une expérience incroyable. C'est un gros spectacle. Il va y avoir de l'action, il va y avoir de la haute voltige, pour tous les goûts, des combats en équipe, des filles, des hommes, des légendes. C'est un bon temps pour toute la famille. Ça va brasser, c'est de la lutte, mais il n'y aura pas de néon puis de barbelés puis tout ça. Là. On reste dans le spectacle familial avec des talents incroyables. Du monde en shape, du monde un peu moins en shape. Je peux pas te vendre ça en 30 secondes. C'est pour toute la famille. Moi, mes filles vont venir voir le show probablement. Si moi, en tant que père de famille, j'hésite pas à montrer ce show-là à mes filles, je pense que ça, c'est un pitch. Tout le monde peut se le permettre. Ça, c'est un pitch. Ouais, mais là, c'est le 17 juin au Stade Canac à Québec. C'est à quelle heure? C'est combien? Donc, le parterre est tout sold out. Donc, ce qui reste, c'est les billets à admission générale sont à 20 $. Donc, c'est très abordable pour un show de ce niveau-là, de cette grosseur-là. Les portes rouvrent à 6 heures. Donc, à partir de 7 heures, il y a un meet and greet. 7h20, il va y avoir un match de pre-show. Le show commence officiellement à 8 heures. Okay. Ça devrait se terminer vers 10h30, 11h maximum. Hey, Steve, j'ai une question, moi. Peut-être que tu t'en allais là. Je m'excuse, je ne veux pas te bypasser, mais parle-nous d'avoir booké Gangrel. Bon, t'en allais à la même place, mais moi, je savais qu'il était actif. Je sais qu'il y avait une école aussi, jusqu'à il y a récemment. Là, je ne sais pas, avec la pandémie et tout, tu as perdu le fil un peu, mais comment ça s'est passé? Parle-nous de ça un peu, là. En fait, l'approche qu'on a décidé d'avoir avec Golden cette année, à travers les années, on fait souvent venir des lutteurs de l'extérieur. Ah ouais. Puis, je pense qu'avec le nombre de shows qu'on a fait de qualité, puis le produit qu'on livre, on s'est créé un fanbase solide qui fait que quand on fait venir quelqu'un, généralement, ça fait pas tant changer l'assistance. Donc, si, exemple, je fais venir un Alex Shelley, un Matt Taven, je le fais plus pour la qualité du match que ça va donner de l'expérience au monde ou offrir de quoi de différent. Fait que, comme l'année passée, on avait Jonathan Gresham. L'année d'avant, on avait Tom Lawler, Mil Muertes. Fait que cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est plus de regarder pour une personne, mais une personne que, si tu as déjà écouté la lutte dans ta vie, tu sais c'est qui. Puis, excuse, là, je te coupe, mais tu me fais faire le saut. Mil Muertes, depuis Lucha Underground, je ne savais même pas qu'il était encore actif, sans joke. Ouais, ben c'est en 2019 aussi. OK, ouais, c'est sûr. Ça fait quand même un petit bout. Mais c'est ça. Si tu as écouté la lutte dans les années 90, début 2000, tu sais c'est qui Gangrel. Puis c'est ce qu'on essayait plus d'aller chercher, vu que Golden, ben, c'est au stade, c'est plus grand public. On cadeau pour les fans aussi. Tu sais, Exact. Puis, tu sais, de le mettre dans un setup spécial avec Matt Angel et Marco Estrada, c'est un pairing que tu t'attendrais pas non plus à avoir. Fait que, ça va être intéressant. Nice. Puis aussi, c'est une des raisons pourquoi je suis tellement fier de cette carte-là, puis à quel point j'ai confiance en ce show-là, c'est que justement, c'est le seul invité qu'on a. Donc, c'est notre plus gros show de l'année. Top to bottom, à part Gangrel, c'est que des lutteurs de la NSPW, c'est que du talent local. Puis c'est, à mon avis, la carte la plus solide qu'on a jamais fait à Golden. Wow. Mais à un moment donné, là, Michael, il faut que tu reviennes nous voir. Quand la poussière sera retombée là, de Golden Opportunity, faut que tu nous parles de booker. Faut que tu me parles. Tu sais, nous autres, on fantasy book à tous les maudites semaines. Là. Mais tu sais, à un moment donné, il faudrait qu'on jase, là, qu'on prenne un 45 minutes jaser avec un vrai booker, que les gens comprennent c'est quoi la réalité de ça. Qu'est-ce qui te motive à placer deux gars ensemble? Tu sais, c'est pas. Tu mets pas des noms d'un chapeau, là. Tu build up des storylines, tu sais, tout ça, puis ça serait super intéressant, je suis convaincu. Non, absolument. N'importe quand, je vais accepter l'invitation de parler de booking. C'est la chose que j'aime le plus dans la lutte. Tu sais, j'ai lutté aussi longtemps que j'ai booké, mais il y a rien qui vient me chercher autant que de bâtir des histoires, puis ensuite de les voir se dérouler devant mes yeux, devant la foule, puis les voir réagir ou ne pas réagir, puis moi qui est bien surpris. Non, c'est ça. C'est sûr que, écoute, tout Booker a connu sa storyline qui a fait puis qui était sûr de sa chute. Dieu sait qu'il y en a eu de ça. Hey, moi, Michael, par exemple, quand je reçois des invités, ça m'arrive de jouer un jeu avec eux autres, que le jeu s'appelle Oubedon.
Puis là, j'ai le goût qu'on joue à Oubedon. Tu as le droit de ne pas répondre à une seule question. Wow. Puis il y a combien de questions? 1, 2, 3. Il y en a 6. Il y en a 6. Puis moi, si j'étais toi, je garderais mon droit de non-réponse pour la dernière question, mais c'est comme tu veux. OK. AEW ou WWE? Oh, c'est une bonne question. Je vais y aller avec... En ce moment, je vais y aller avec WWE. J'aime plus la lutte qui est présentée à AEW, mais la storyline du Bloodline et Roman Reigns sont tellement on top. C'est la chose qui m'intéresse le plus dans la lutte en ce moment. J'ai pas le choix d'y aller avec ça. Écoute, là, j'ai besoin du Michael qui est jeune. Hulk Hogan ou Bedon Ultimate Warrior? Hogan. Lutte classique ou Bedon Spot Match? Tu parles de lutte old school ou tu parles Oui, plus de... oui, OK. lutte old school. Spot match. Spot match? Spot match, c'est juste l'excitation du match. Puis moi, je suis toujours fan de 13 claques à la cuisse dans un match. Ça me fait... Qu'est-ce qui est le plus stressant? Le Stade Canac ou Bedon le premier show au Diamant? Le Stade Canac. Le Diamant, j'ai pas réalisé ce qu'on venait d'accomplir tant que le show n'a pas été fini. Fait que j'étais pas tant stressé. Avant-dernière question. MJF ou Bedon Seth Rollins ou Bedon Roman Reigns? Roman. MJF est pas loin, mais il est pas encore rendu. Dernière question. Matt Angel ou Bedon Marco Estrada? T'as le droit de pas répondre. T'as le droit à un veto, là, ouais, c'est ça. Non, je vais y aller avec Marco. Puis Matt va être d'accord avec ça. Marco a accompli beaucoup devant et en arrière-scène pour la NSPW. Il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies grâce à lui. Fait que si j'ai à sélectionner un des deux dans le cadre d'une question comme ça, je me dois d'y aller avec Marco. Ben écoute, Michael, c'était aussi simple que ça. Merci d'avoir participé et d'être prêté au jeu. Merci d'être venu dans le Coréron. Je rappelle, c'est le 17 juin au Stade Canac. Les portes rouvrent à 18h. Les gens peuvent se procurer des billets sur le point de vente? Oui, sur lepointdevente.com. Vous pouvez aller sur la page de la NSPW sur Facebook. L'événement de Golden Opportunity est feature en haut. Tous les liens sont là. Il faut voir la carte au complet. J'ai partagé, en fait, le lien vers l'événement Facebook pour les gens qui sont dans le chat présentement. Puis on va le mettre aussi dans la publication de l'épisode. Fait que les gens vont pouvoir se rendre directement. Un gros merci, Michael. Ça a été bien sympathique. Ça fait plaisir. Merci, les gars. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Bye-bye. Hey, nous autres, les amis, on fait une très courte pause. Puis on vous revient tout de suite après avoir salué Michael. Restez avec nous autres. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Hey, merci beaucoup à Michael d'être passé faire son tour. C'est vraiment sympathique, très, très apprécié. Vraiment très, très cool. Comment ça va, les boys? Journée plate, on va se le dire tout de suite. Là, on va régler ça. Journée plate, bien qu'il ait été très avancé en âge et tout ça, décès de l'Iron Sheik. Moi, j'ai comme filé, je l'ai appris totalement out of the blue. J'étais en train d'enregistrer l'Express. Quelqu'un qui m'a envoyé ça.
Je sais pas, on dirait que j'ai été sur cette vibe-là depuis que je l'ai appris. Ben oui, 81 ans, puis avec la vie qu'il a eue, il fallait pas s'attendre qu'il se rende à 110, là. Mais je suis down pareil, ici. Ouais, ben, tu sais, on dirait qu'on réalise pas que nos vedettes ou whatever de nos époques prennent de l'âge, eux autres aussi. Hein. Puis, tu sais, Superstar, il y a 2 semaines. Mais le pire Aaron Sheik, là, c'est que par sa... Tu sais, le gars n'a pas de cheveux, sa fameuse moustache, puis tout, on dirait qu'il vieillissait pas, lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis tu sais, c'est un gars qui... Tu sais, il y a une expression qui dit « brûler la chandelle par les 2 bouts ». Lui, il l'a brûlé par les 3 ou 4 ou 5 bouts de la chandelle. Longtemps, en plus. Oui, mais ce que je vais retenir, puis je niaisais avec un chum aujourd'hui quand on parlait du décès d'Aaron Sheik, il m'a dit, t'imagines-tu à cette heure comment Hulk Hogan il aurait pu regarder par-dessus son épaule? C'est excellent, ça, c'est excellent. Toi, mon JC, comment t'as pris ça? Ben écoute, c'était très soudain comme nouvelle. Ça m'a fait un peu comme un coup de batte, moi, avec. Tu sais, c'est ça. Tu sais, ça m'a ramené à l'âge qu'il avait. Tout ça. Mais il y a tellement de... Tu sais, la première question que je me suis posée, c'est... Ouais, mais qui va mettre du croquant sur Twitter à cette heure? Ouais. Écoute, il était quelque chose, même si c'était pas lui qui gérait son compte Twitter. Non, mais, tu sais, c'est lui-même qui nous a annoncé son propre décès sur Twitter. Ben oui, c'est ça. Oui, il y en a un au Québec qui a fait ça, ce qui était André Arthur. Oui, ça a moins bien tourné, ça, cette histoire-là. Ouais. Mais non, écoute, moi, j'ai réalisé, là, en réfléchissant, j'étais pas mal occupé après-midi, mais je pensais à ça pareil. Puis, tu sais, je pense que... Je ne sais pas si je savais que je l'haïssais parce que j'étais supposé ou parce que je l'haïssais pour de vrai. OK? Mais... je pense que c'est le premier worker que j'ai pas aimé. Tu sais, tu comprends? Tu sais, c'est le premier heel que j'ai vraiment détesté. Tu sais, même si c'est parce que j'étais embarqué dans le concept de la lutte, puis que, tu sais, il y a des babyface, puis des heels, puis tout. Mais, tu sais, quel personnage fucking incroyable. Si vous n'avez pas vu le documentaire de Sheik produit par... en fait, ce sont 2 frères qui sont iraniens eux-mêmes, qui sont de Toronto. C'est eux autres qui géraient un peu sa carrière. Je n'ai pas leur nom dans la tête. Là. Je peux aller vous le trouver tantôt. Mais c'est eux qui géraient son compte Twitter. Ils l'ont un peu pris en charge là, après qu'il y a eu son espèce de rédemption là, qui est revenu sur la terre un peu de ses dépendances et tout ça. Écoute, quel personnage! Quelle légende! Écoutez bien ça. Là. Je vais vous faire ça. Là. Je vous fais le snapshot, OK? Parce que je vais vous en parler tantôt. Il y a 2 épisodes qu'on a consacrés dans la saison 3 à l'Iron Sheik. T'sais, on a fait une chronique old school, parler de l'Iron Sheik, ça en a pris 2 shows. OK? C'est juste pour vous dire là, à quel point. Le gars, c'est un Iranien. C'est un espoir olympique en lutte gréco-romaine. En Iran, il a été bodyguard du Shah d'Iran. L'idole d'Iron Sheik, c'était un lutteur gréco-romain là, amateur qui s'appelait Takti. Okay? C'est un Iranien, lui aussi. Et Takti était très vocal contre le Shah. Et tant et si bien qu'il est décédé dans des circonstances weird. Ce serait enlever la vie, mais Iron Sheik a toujours dit que ça n'avait pas d'allure que Takti se soit enlevé la vie. Fait que lui, il s'est dit, faut que je m'en aille d'ici. Parce que si tu étais contre le régime, tu étais à risque que toi aussi, tu te fasses suicider. On jase, là. Fait que c'est ça qui l'a emmené au Minnesota. C'est là qu'il a été découvert par Vern Gagné. C'est là que c'est dans le programme de lutte amateur du Minnesota qu'il est parvenu à être assistant-entraîneur de l'équipe olympique américaine. C'est suite à ça, puis Vern Gagné, puis tout ça, qu'il a fait le fameux camp d'entraînement de malade mental de Vern Gagné. Là, il était un lutteur à l'époque. Il a tout fait, hein? Il a monté le ring, il a chauffé le truck, il a tout fait. Payé ses 12 à côté, là. Et là, après ça, c'est devenu un lutteur un peu plus générique. Tu sais, là, c'était le shooter, là, tu sais, le gars capable de faire des pretzels avec toi. Puis après ça, ben là, à un moment donné, il y a eu la révélation. Non, je vais être le Iron Sheik. Il est devenu un heel. Il a construit son personnage. Il s'est ramassé à la WWE. C'est grâce à l'Iron Sheik si
faut pas dire, là, je veux pas exagérer, dire si ça n'avait pas été de l'Iron Sheik qui a accepté de perdre contre Hulk Hogan, parce qu'il aurait pu faire un pretzel avec, même si Hulk Hogan pesait 90 livres de plus que lui. Là. Il y a personne, il y avait à peu près personne dans la lutte professionnelle à l'époque qui pouvait toucher à l'Iron Sheik. Ben, il a accepté, puis il a été loyal envers ses patrons, puis le kit. Puis après ça, il y a eu les autres histoires, évidemment, de l'Iron Sheik qui s'est fait pogner avec Jim Duggan, puis ils ont brisé le kayfabe, puis ça a fait qu'il s'est fait sacré dehors de la WWE. Après ça, il est reparti, il a fait les territoires, il était à WCW, il est revenu, ils l'ont ramené, c'est une légende. Mania 25, le gimmick Battle Royal, et bien sûr, tout le reste de sa présence sur les médias sociaux, nommément Twitter. Iron Sheik est une totale et complète et intégrale légende du monde de la lutte professionnelle moderne et old school parce que il a continué. Écoutez, là, il a même fait des tweets dans lesquels il traitait François Legault de jabroni pendant la pandémie. Regarde, là, le gars, c'est une légende sur Twitter. Et tu vois Martin Boisvert dans le chat qui dit il n'a jamais brisé le kayfabe, selon moi. C'est pas mal ça, là. C'est sûr que, regarde, il y a eu une grande tragédie aussi dans sa vie, bien sûr, la perte de sa fille qui a été assassinée par un conjoint, là, une histoire bien plate là, de conjoint violent, puis tout ça. Il n'a jamais été le même après, au dire de ses proches. Ça a beaucoup contribué aussi à accélérer ses problématiques de dépendance. Tu sais, Iron Sheik fumait du crack, là. Okay, on va se le dire, là. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Puis à un moment donné, ben regarde, presque cold turkey. Il a été avec son épouse pendant 47 ans. Au dire de tout le monde, ça a toujours été un père de famille exemplaire, évidemment, hormis le fait qu'il fumait de la drogue. Là. Mais donc, légende à tous les points de vue. On pourrait faire un show juste avec des anecdotes de sans dessin d'Iron Sheik, sa route, puis tout ça. Mais ça fiode avec Hogan, même plus tard, tu sais, que moi, je pense qu'il était pas mal kayfabe, là. Ça lui donnait de la visibilité, tout ça. Sheik a continué de rouler beaucoup aussi dans les conventions, les trade shows de lutteurs, les Comic-Cons de ce monde et tout ça. Il a gagné en partie sa vie avec ça. Et Twitter, des apparitions. Il continuait d'être invité dans des événements de légende et ainsi de suite. Bref, une légende du monde de la lutte, assurément. C'est juste plate. Puis en vieillissant, tu l'as très bien dit, Steve, en vieillissant, on se rend compte que nous ne sommes pas éternels, mais les athlètes, les vedettes, les personnalités qu'on apprécie non plus. Voilà. Je sais pas quoi ajouter. À son âme. Ouais, je sais pas quoi ajouter. Je sais pas quoi ajouter à ça. Ça a été cool. JC me parlait de ça tantôt. La AEW. Tout le monde de la lutte présente ses sympathies à toutes les fans. Ça, c'est très indicateur. C'est très indicatif de ce qu'il a représenté. Pareil comme Superstar, dans le fond. Hey, Martin, là, je vais t'envoyer ça en privé. Là. C'est parce que moi, j'ai trouvé le tweet de l'Iron Sheik qui est, à mon avis, celui qui me fait le plus rire. OK. Ever. De tous les temps. Ben, je pourrais pas le montrer, mais je vais le décrire. Tu vas pouvoir nous en parler. Ouais. Vas-y. Ah, tu vas voir si tu seras pas déçu. T'envoies ça tout de suite. Bon, allons voir. Oh là là. Bon. Iron Sheik. Caillou, you are punk, no good son of a bitch. You are lucky I don't find you. I put you in camel clutch. Break your fucking neck. You are the jabroni of the earth. I never respect you, low-life, skinny garbage. Go fuck yourself, Caillou. Alors, puis on a fait des épouvantables, là, mais c'était de l'humour, évidemment. Vous en doutez sûrement. Là. 6046 retweets, 1524 citations, 22 000 likes. Ça date du 15 décembre 2020, mais c'était ça. C'était ça. Il y a eu une chance qu'il n'a pas été lutteur actif à l'ère des médias sociaux. Ah, écoute, regarde, c'est pas compliqué, là. Iron Sheik avait de la heat nucléaire. OK? Tu sais, on parle souvent de Roddy Piper. Tu sais, Roddy Piper, à un moment donné, il a tellement scoré que tu n'avais pas le choix de le virer face. Iron Sheik, jamais. Il n'a jamais été question de mettre l'Iron Sheik babyface. Jamais. Puis, ai-je besoin de rappeler son légendaire discours de Hall of Fame, qui n'en finissait plus,
Puis, tu sais, en tout cas, regarde. Une grande légende. Oui, il a fait des mauvais moves, il a fait des mauvais calls. Moi, je considère qu'il s'est beaucoup repris. Tu sais, il a vraiment... tu sais, il a repris sa vie en main. Il a tout lâché. Il est venu à bout de vaincre ses démons, on va dire ça comme ça. Le call classique. Puis, regarde, 81 ans. De toute façon, tu sais, en partant, 81 ans avec la vie qu'il a menée, c'est un miracle. Fait que... Ben oui. Regarde. Bon, puis un autre miracle, parce que moi, j'étais dans le champ bien raide. On va tomber en mode Actu Conspi, les amis. Ben, WrestleTix. J'ai-tu dit ça? J'ai-tu dit Oui, Actu t'as Conspi? dit Actu Conspi. OK, ben c'est pas des... J'en fais beaucoup des actus. On va tomber en mode d'actualité parce que WrestleTix confirme qu'il y aurait plus de 65 000 billets qui auraient été vendus pour All-In au Wembley Stadium, l'événement de la AEW le 27 août. Moi, je suis confondu. J'aurais pensé qu'il aurait vendu 65 000 billets. Jamais. Puis moi non plus. Puis il y a 75 000 places. Ils pourront probablement pas, à cause de la configuration du stade, là, ils pourront probablement pas battre je pense que c'était 92 000 de SummerSlam ou 80 000 de SummerSlam 92. Attends, je vais aller chercher ça. Bon, des spéculations tournent autour d'un maximum de 90 000 places. C'est sûr qu'ils vont essayer. Puis là, on s'entend, là, 90 000 billets vendus, là, tu peux en donner 10 000 là, pour battre un record. Il n'y a pas de problème. Ah, ben oui. C'est ça, là. Mais, Martin, c'est 80 355 bon, personnes. c'est ça. Je me suis trompé de 355. C'est quand même pas pire. Mais non, c'est ça. Fait qu'en 92, il y avait 80 000 personnes pour SummerSlam. Et là, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que c'est ça l'objectif? C'est déjà un grand chelem, là. Moi, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait eu autant de billets vendus pour ça. Vous autres? Moi non plus. Vraiment pas. Moi, je m'attendais quasiment à un demi-Wembley Stadium. Là. Ça s'enlève pas écoute, pour ça. Non, tant mieux. Tant mieux pour eux autres. Moi, je suis la I. Je pense que j'essaie d'aller faire un gros show là après ça, puis juste pour battre leur assistance, pour montrer que c'est moi le numéro 1. Ouais. Sauf que là, tu te contredis pas mal, pas toi, mais tu contredis pas mal une des affirmations que Shawn Michaels avait faites dans un meeting d'investisseurs qui avait dit non, nous autres, on veut pas y aller blow for blow avec la AEW. Ils font leurs affaires, nous autres, on fait une note. On parle évidemment du week-end de Memorial Day, au cours duquel il y avait 2 galas de la un gala des AEW, un d'NXT. Écoute, ça gaulait, il y avait de la lutte partout, bord en bord. Il y avait un d'Impact, il y en avait partout. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la question avait été posée à Shawn Michaels, tu sais, est-ce que, tu sais, c'est en riposte? Non, c'est Memorial Weekend, puis on voulait avoir on voulait avoir une grosse fin de semaine, puis blablabla. Fait qu'en tout cas, regarde, bravo, là, je sais pas quoi dire. Hey, mais pendant que tu parles de WrestleTix, Martin, ils ont dévoilé aujourd'hui ou hier, tout le monde sait que SummerSlam va avoir lieu le 5 août au Ford Field de Détroit, qui avait attiré 80 100 fans pour WrestleMania 23. Ben, on est rendu à 40 231 billets de vendus, alors que la salle est configurée présentement à 44 600. Donc, ils vont en rajouter là, des places. C'est sûr. Mais à 2 mois de l'événement, déjà 40 231 billets de vendus. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, quand la carte et le main event vont plus se confirmer, ça va créer plus de demande. Ah, ben oui. Ah, ben non, c'est sûr. Au fil du temps que la carte va se préciser, c'est clair que ça va. La vente de billets va s'accélérer, c'est sûr. Je trouve ça extraordinaire pour la AEW d'avoir vendu 65 000 tickets sans avoir annoncé de carte encore. Là. Non, ben, gars, écoute, mais il y a ce book, puis la carte n'est même pas annoncée souvent. Là. Ouais. Hey, les boys, nous autres, on diffuse sur Twitch depuis à peu près 1 an. Un peu plus. Ouais, un peu plus que ça, mais oui. Là, en fait, c'est pas vrai. Ça fait plus qu'1 an, parce qu'avant, on était sur podcast.com, puis là, on est sur Tout Ce Qui TV, mais 2 ans-ish, à peu près. OK, parce que là, depuis lundi, la WWE a signé un contrat avec Twitch. Mm-hmm. Puis ça permet à la WWE de streamer sur sa chaîne
Même qu'ils l'ont fait pendant Raw cette semaine, ils ont streamé, mais c'est pas des combats, là, c'est des extraits backstage. Il y a une couple de superstars qui sont là, mais même que la WWE promet du contenu exclusif pour sa chaîne Twitch, il aurait dû faire ça avant, je pense. Ben là, l'affaire qui arrive aussi, c'est que ça explique pourquoi Zelina Vega puis toutes ces personnalités-là qui avaient des chaînes Twitch, ils se sont fait dire, là, c'est plus grave, tu peux en faire du Twitch. D'ailleurs, hey, j'ai une petite info pour vous autres, j'ai trouvé ça vraiment cool. Hier, quand on a fini l'Express, Speedball Bailey est en train de streamer sur Twitch pour y envoyer un raid. C'est vraiment cool. Vraiment. Mais c'est fun, Je suis ça. bien content. Ben oui, parce qu'on a... Écoute, je sais pas si le monde sont restés. Là. J'avais pas le temps de regarder ce qui s'était passé après, mais écoute, on a doublé le nombre de personnes qu'il y avait. Fait que j'espère qu'il y en a une couple qui sont restés. Puis j'espère que les gens qui sont dans le chat présentement puis qui sont des fans de l'Express ou des autres affaires qu'on fait, si on vous envoie sur Speedball Bailey, donnez-y un follow. Là. Si vous pouvez pas rester de l'après-midi pour le regarder... whatever, ce qu'il regarde ou ce qu'il stream, ben, tu sais, donnez-y un follow. C'est super cool. C'est un gars de chez nous, puis ça va super bien, ses affaires. Hey, les gars, faut que je parle de ça. Parce que c'est JC qui nous a fait suivre ça. Là. On a une conversation, nous autres, dans laquelle on roule nos affaires. Puis il faut que je vous compte ça. Fait que, vous savez, moi, j'en parle beaucoup dans le crachoir parce que je l'aime pas beaucoup, cette madame-là. Lauren Boebert, qui est une... En fait, elle est une représentante républicaine, bien sûr, du 3e district du Colorado. C'est une madame qui est pro-gun, pro-Dieu, pro-avortement, pro-tout ce qui est républicain, finalement. C'est une MAGA. Oui, c'est une MAGA aussi. Et donc, voilà. Puis c'est comme une chummy avec Marjorie Taylor Greene, puis tout ça. De toute façon, on s'en va pas là. C'est pas de ça qu'on va parler. Ce dont on va parler, c'est d'une nouvelle qui est sortie. Bon, la première affaire qu'il faut que je vous dise, OK? Si vous êtes des fans de Jim Cornette, vous écoutez son podcast un petit peu, bien, vous savez plein d'affaires, dont, évidemment, bien sûr, qu'il a été manager des Midnight Express pendant des années et que Stan Lane a fait partie d'une des moutures des Midnight Express dans les belles années de la WCW, bien sûr, avec Bobby Eaton. Et ce qui est, selon moi, les puristes vont peut-être dire que c'est des versions d'avant, mais moi, c'est mes Midnight Express, c'est ces deux gars-là, à cause de mon âge et tout ça. Bon, ça, c'est pas grave. Mais là, c'est que Stan Lane, et ça, je tiens ça de la bouche de Jim Cornette lui-même, c'est le plus grand, c'est un des plus grands womanizers qu'il y a jamais eu dans l'histoire de la lutte. Tu sais, il y avait des fans féminines partout où ce qui est passé. Puis, comment dirais-je, c'est ça. Il a fraternisé avec beaucoup de mesdames. On va le dire de même. Et ça a l'air, là, Jim Cornette, quand il en parle, là, c'est épouvantable, c'est écœurant, ça n'a pas de maudit bon sens. Les filles perdaient connaissance, arrachaient le linge d'eau. C'est un peu comme les Rock'n'Roll Express fut un temps. Là. Et là, il y avait des allégations de la part de la maman de Lauren Boebert. En fait, ça fait longtemps qu'il y avait des questions et des allégations à l'effet que Stan Lane était peut-être le père de Lauren Boebert. Et là, c'est fini, les boys. C'est réglé parce qu'il y a eu des tests d'ADN dans le but d'établir la paternité ou pas de Stan Lane de Lauren Boebert. Et il a fallu qu'il le fasse 2 fois parce que la première fois, la mère à Lauren Boebert, elle les croyait pas, les résultats. Fait qu'il a fallu qu'ils s'y prennent à 2 fois. Et là, même Lauren Boebert a sorti publiquement pour dire, écoutez, là, regardez, calmez-vous, là. Je le sais que Stan Lane, c'est pas mon père. Puis, je comprends un peu tu sais, le gars, à Star, il a une famille, puis toute l'équipe. Tu sais, son passé est derrière lui. Puis, c'est pas lui. Puis, revenez-en, on passe à un autre appel. Puis, dans le cas de Stan Lane, Stan Lane, lui, a dit carrément, écoute, je suis content que ce chapitre-là se ferme. Et j'espère que Lauren Boebert, si c'est ce qu'elle veut, qu'elle pourra déterminer qui est son père biologique. Mais c'est pas moi. Ça, en vertu de 2 examens, 2 tests d'ADN, qui établissent clairement que je ne suis pas son papa. Mais écoute, il n'y a rien qu'à la lutte. Tu vas entendre il n'y a rien que dans le monde de la lutte, tu vas entendre des histoires de même. C'est hallucinant. C'est digne de Jerry Springer, là. Oui, exactement. Puis ça, écoute, ça a fait un peu les dirt sheets cette semaine. Puis c'était clair qu'on était pour en parler. Assez particulier et tant mieux si ce dossier-là est réglé. Parlant de dossier réglé ou pas réglé, vous savez, on en a parlé je pense que c'est la semaine dernière, on parlait du fait qu'après Night of Champions,
que Mustafa Ali et Baron Corbin s'étaient ramassés à NXT. Ben là, ça a été confirmé qu'il était pour rester là un petit bout. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Pensez-vous que ça sonne le glas un peu de Mustafa Ali, je ne sais pas trop, mais dans le cas de Baron Corbin, là, c'est ce qui se passe avec ça? Ben, moi, je pense que Baron Corbin, c'est devenu le vétéran, justement, qui va aller aider les jeunes à se mettre over à NXT. Ça prend un top heel là-bas, un méchant, un vétéran, puis il n'y en avait pas. Je pense que c'est le gars parfait comme ça. Ziggler l'a fait pour Braun Breaker, c'est pas le premier. Puis je l'ai dit la semaine passée, moi, je ne crois pas que c'est une démotion. Le gars fait sa job, c'est un employé apprécié de la direction. Mustafa Ali, je pense que c'est plus sa place. Pas mal d'accord avec toi, Steve? Ben, moi, je pense que Mustafa Ali, son absence à Raw ne se fera pas ressentir du tout. Ça, je suis d'accord. Je serais inquiète d'être lui. Surtout que ce gars-là a demandé sa release plein de fois. Mais Baron Corbin, moi, ça m'a surpris quand je l'ai vu là. Mais je suis pas mal d'accord avec JC là, de dire, écoute, il y a des vétérans qui ont été, puis je pense même à Finn Balor qui est allé faire une run à NXT. Moi, je pense, tant mieux s'il est pour être là et bien utilisé. Tu sais, les gars, si tu veux upgrader le brand value de NXT, ben, t'as pas le choix à un moment donné de faire des affaires de même. Je m'explique. Tu sais, si nous autres, à toutes les fois qu'on voit un Baron Corbin, un Apollo Crews, un Mustafa Ali, un Dolph Ziggler, ou peu importe, New Day, aller faire une run à NXT, on se dit, ça doit pas bien aller pour eux autres parce que NXT, c'est un produit, sous-produit de la WWE. Ben, jamais on va penser que c'est pas un sous-produit de la WWE. Tu me comprends? Tandis que si de temps en temps, t'envoies un Dolph Ziggler, t'envoies dans le temps un Bobby Roode, t'envoies un Apollo Crews, t'envoies un Baron Corbin, un Mustafa Ali, un peu importe, ben, tu peux voir ça de deux façons, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Hey, NXT, c'est pas un sous-produit. Baron Corbin est rendu là, right? Fait que moi, je pense que c'est un peu dans cette dynamique-là. Et aussi le fait qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire avec ces deux gars-là. Puis c'est des bons workers. Tu sais, que tu le veuilles ou non, là. Baron Corbin, c'est pas un mauvais worker. Puis Mustafa Ali, c'est un Christ de bon worker. Fait que moi, je pense que ça doit s'inscrire dans une dynamique qui ressemble à ça un peu, là. Puis Corbin, là, tu sais, il se fait dire, hey, tu t'en vas, mettons, à NXT 2 mois et demi, là. NXT, là, fait pas réellement de house show. Il y a beaucoup moins de voyagement, puis la paye reste la même, là. Il est mort de rire, là. Non, c'est sûr que... Est-ce que d'envoyer un gars à NXT pour 3 mois, 6 mois, c'est une faveur que tu y fais ou c'est un coup plate? Moi, je pense que c'est une faveur. Quand tu commences à avoir des bobos puis tout, là, c'est une faveur. Puis ils paieront pas moins, là. Ils ont des contrats, ces gars-là. Non, c'est ça. C'est en plein ça. La paye reste la même, là. C'est ça. Fait que non. Allez, les gars. Attends une minute, là, parce qu'on va compléter là-dedans. Ouais. Pour aller dans l'autre sens, parce qu'il y a des gars qui partent de Raw et SmackDown qui s'en vont à NXT. Mais là, il est arrivé de quoi cette semaine avec Braun Breaker? Ouais. J'ai chose qui t'en va. Conte-nous ça. Braun Breaker qui a lancé un challenge à Seth Rollins pour le World Heavyweight Championship pendant l'épisode de NXT. Ça, c'est une façon assez straight pour dire qu'ils vont le call up. Ben, moi, je pense que c'est ça, puis c'est bien correct. Je pense qu'il rentre. Non, je pense que c'est sa place. Puis moi, je verrais ça, justement, Braun Breaker contre Seth Rollins à Money in the Bank. Ben, de l'allure. Moi, j'aurais plus... c'est quoi les prochaines feuds de Seth Rollins? Là? Là, il y a eu Damien Priest lundi. On s'en va avec quoi? On s'en va vers ça. Moi, je slow burnerais ça. Là. Je ferais bien plus. Garde. Business. Soyons business. Fait que là, tu veux rehausser la valeur marchande de ta marque de commerce NXT. T'es d'accord avec ça? Oui. T'es d'accord aussi que Braun Breaker, il est prêt pour un call-up. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Bon. Là, on s'en va tranquillement vers... Il y a 2 affaires qui s'en viennent. Il y a Money in the Bank, il y a SummerSlam. Fait que là, ben, mettons que tu veux tout faire un quadruple whammy. OK? Tu veux légitimiser Braun Breaker. Tu veux ajouter de la valeur marchande un peu à ta marque de commerce NXT. Tu veux promouvoir Money in the Bank, puis tu veux promouvoir SummerSlam. Ben, slow burn.
Faites quoi? Je sais-tu, moi, mets un match Seth Rollins à Money in the Bank. Fait que Braun Breaker, il arrive en heel puis il intervient. Run la fiode un peu. Fais aller Seth Rollins à NXT, écœurer Braun Breaker. Blablabla. Puis culmine-moi ça à SummerSlam. Puis là, après ça, Braun Breaker, le Raw après SummerSlam, il est à Raw. Ouais, mais l'affaire, c'est que dans son challenge, lui, il challenge pour lundi prochain à Raw, là. Ben, moi, c'est probablement ça qui va arriver, mais moi, je trouverais que c'est un peu maillé s'ils font ça. Mais ça serait un call de maillot. Tu vois, moi, justement, comme tu dis, mettons, parce que Seth a pas mal nargué Finn Balor durant sa promo à Raw lundi, là. Ouais. Mettons, là, Seth Rollins, Finn Balor, Money in the Bank, puis Braun Breaker gagne le Money in the Bank. Ça, tu vois, moi, ça, c'est trop vite. Too fast. Ouais. Non, tu peux pas pogner Braun Breaker, l'extraire d'NXT puis le mettre dans un storyline majeur pour une grosse belt que Seth Rollins vient juste de gagner. Ça marche pas. Tu sais, j'ai réalisé cette semaine que cette belt-là que Seth Rollins a, bon, ça prenait une belt à Raw, mais c'est aussi la belt sur laquelle ils vont cacher le Money in the Bank. Ben, qu'est-ce qu'il te dit que c'est celle-là? Ils vont pas cacher sur Roman. Pourquoi? Parce que regarde ce que ça a fait avec Austin Theory l'année passée. Ouais, mais pourquoi? C'est l'année passée, ça? Moi, je suis convaincu qu'ils ne cacheront pas le Money in the Bank sur Roman. Bon, fait que dis pas qu'ils peuvent pas. Dis que tu penses qu'ils le feront pas. Ben, moi, je le ferai pas. Bon. Ben, moi, les boys, là, je vais aller dans une autre option que vous autres. OK. Ils ont fait un test WWE lundi à la fin de Raw quand les caméras étaient off. Ils ont tourné face le temps de 30 secondes Damien Priest. Avec une bonne poignée de main à 7 et un super beau pop. Ouais, j'ai vu ça passer. Ben, moi, je suis sûr que ça a popé au bout. Oui. Puis, ce gars-là, il est rendu vraiment bon. Puis, s'il y a un gars à ne plus être dans Judgment Day, puis on va le remplacer, c'est lui. Ben, tu vois, justement, qui? Je le sais pas, Martin. Je le sais pas. JD McDonald. Moi, je le sais. Lui, c'est un bon candidat. Braun Breaker. Ouais. Puis il y a JD McDonald qui est un prospect de Finn Balor aussi. C'est un gars qui a entraîné. Puis tout ça. Ouais, il s'appelait quelque chose Devlin là, dans le temps. Là. NXT UK, je pense. Là. Ouais. Puis, mais c'est ça. Autre chose que j'ai remarqué à Raw aussi, Damien Priest, Finn Balor. Priest a pris des décisions qui n'ont pas fait plaisir à Balor. Bon, fait que là, tu as une feud Balor Priest qui s'en vient. Oui, je pense que oui. Je pense que ça va être un inévitable, ça aussi. Là. OK, là, on change de sujet, les gars, parce que moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été excité pour un match de même. Ils ont commencé à annoncer des affaires, Forbidden Door. Ouais. Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. Ça va être stiff. Anytime. Hey, ça là. Va take my money, c'est un hostie. Ah, quel match! Quel match! Tu sais, parce que là, l'affaire qui arrive, là, tu sais, Kazuchika Okada contre tout le monde, on l'a déjà vu, mais pas contre Bryan Danielson. Il va avoir du chest en viande hachée là, mon gars. Ça va être quelque chose. Pour Forbidden Door, il va falloir, tu sais, parce qu'écoute, ils vont voir les shows, ces gars-là, c'est ça qu'ils vont faire. C'est le combat qu'on va parler après le gala. Ah, tout à fait. Ben, attends. Parce que Omega Offspring rematch de Wrestle Kingdom 17. Ouais, ça aussi, ça va être assez solide. Offspring, là, il a vraiment upgradé sa game, Will Ospreay. Sérieusement, là, c'est fou raide. Sur le mic, à grandeur, là. C'est rare que ça l'arrive, là, mais qu'on va pouvoir dire que le moins bon dans le ring va être Omega. Je pense qu'effectivement, tu sais, là, 1 an, 2 ans, j'aurais mis ça popé nez à nez, là, mais là, je pense qu'on est là. Ben, écoute, Will Ospreay, là, c'est pas compliqué, là. C'est le ricochet de l'Europe. C'est pas plus dur que ça. Cherchez pas. Oui, mais avec un meilleur mic. Avec un meilleur mic. Oui, mais je te parle dans le ring. Spot fest, puis tout, là, il est incroyable, Will Ospreay. Il est incroyable. Michael Bisson, il va watcher ça sur un petit temps qui aime les spot fest. Là, ça va être ça. Ah, c'est clair.
C'est, Fait que je suis très, très, très excité, même avec juste ces 2 combats-là par Forbidden Door. 25 juin, c'est sûr, je suis devant ça. C'est sûr. Live from Toronto. Ben ouais, c'est sûr. Là, j'irai pas à Toronto. Là. J'aimerais bien ça, mais ça donne comme pas. Là. Mais non, ça va être. Vous parliez de la AEW, là. Moi, j'ai tombé sur une nouvelle qui est. Écoute, Tony Khan a annoncé qu'il va faire une annonce pour annoncer le main event de Collision le 17 juin. Il annonce ça à soir. Hey, lui, là, il s'est rendu qu'il annonce qu'il veut annoncer une annonce. Ben, hey, c'est décroche, Tony. C'est sa façon de faire les choses. C'est conspi pas mal. Ah, vraiment, là. D'après moi, il pogne le micro, là, puis la première affaire qu'il dit, c'est « M'entendez-vous? » Qu'on va entendre qu'il y a du monde qui se connecte, là. Je vais finir sur quelque chose de plate. Je suis désolé parce que là, on a une chronique pour Steve tantôt, puis on doit faire un show un petit peu plus court là, ce soir, mais on en a déjà parlé, on va encore ventiler là-dessus. Moi, ça me fait encore chier. Je trouve encore ça classless. Je comprends qu'ils n'ont pas le choix, je comprends que c'est Martha qui décide, je comprends tout ça. Là. Mais Owen Hart dans le jeu vidéo de la AEW. Ah, parle-moi pas là-dessus. Parle-moi pas là-dessus, Martin. Ça, c'est... Encore là, il n'y a rien à voir avec cette compagnie-là. Puis... C'est cheap. C'était cheap. Ce jeu-là s'annonce pas bien, en plus, là. Ça s'annonce pas bien. Moi, je trouve que ça ressemble à 80$ de déception. Il n'est pas sorti, puis il est déjà en rabais. Ah, là, tu viens d'avoir ta réponse. Là. Ben, moi, j'ai trouvé que ça avait l'air boboche. Le gameplay que j'ai vu, là, j'ai trouvé que ça avait l'air boboche. Je connais pas ça comme toi, là, mais moi, je trouvais que ça avait l'air cheap. Hey, je vais l'essayer pareil. Pourquoi? Parce que j'aime ça, le jeu de lutte. Puis que je veux lui donner une chance. Puis ça se peut que si graphiquement, c'est moins bon, que le gameplay, ça y est intéressant. Ça se peut qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans ce jeu-là. Tu sais, regarde, là. Je te fais une analogie, là. OK, les circonstances sont pas pareilles, je comprends. Il y a eu un règlement judiciaire dans cette histoire-là. Là. Il y a eu un règlement de cour, excuse, puis toute la patente. OK. Mais pour moi, là, c'est pas bien différent de dire que parce que sa femme a travaillé à AEW, on met Eddie Guerrero dans le jeu de la AEW. C'est pas bien différent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, regarde, il y a Nicolas des Éliminés du Québec que je salue, qui dit qu'il ressemble à Owen Wilson dans le jeu, puis c'est tellement vrai. Il a l'air de l'acteur Owen Wilson. Ah, moi, je suis assommé. Je suis pas mal assommé. Je ne comprends pas. Je comprends pourquoi. Tu sais, c'est pas dur, là. Tu sais, je veux dire, Martha, c'est elle qui gère la succession d'Owen. C'est elle qui veut rien savoir qui apparaisse de quelque façon que ce soit, dans quoi que ce soit qui concerne la WWE. OK. Brett en a parlé, tout le monde en a parlé. La famille Hart, ceux qui restent, est divisée sur la question. Il y en a qui disent c'est Martha qui décide. Il y en a d'autres comme Brett qui disent ben voyons donc, tu prives pas les fans de la WWE d'avoir Owen au Hall of Fame. Martha, elle, ce qu'elle dit, c'est ben là, il y aura certainement pas. Owen n'ira certainement pas dans le Hall of Fame de ceux qui l'ont tué. Bon. Là, c'est pas de ça qu'on parle. Là. Ce qu'on parle, là, c'est Tony Khan. Ce que je trouve, c'est que ce qu'il fait, ça n'a pas de classe. C'est de l'opportunisme crasse. T'sais, tant qu'à ça, là, Martha, là, si tu voulais vraiment qu'Owen reste dans le cœur des gens en rapport avec la lutte puis tout le kit, là, regarde. Organise un gala indie, appelle ça le Owen Hart Memorial, demande aux lutteurs de toutes les fêtes s'ils peuvent venir, ramasse de l'argent avec ça. Mais associe-toi. Regarde, moi, ça me dépasse. Elle fera bien ce qu'elle veut, là. Moi, je n'ai pas voix au chapitre, ça me regarde pas. Mais comme fan, je trouve ça cheap. Ah, c'est cheap. Ça n'a juste pas de classe. Puis que Tony Khan y accepte, puis que Tony Khan y accepte, je trouve ça cheap. T'as-tu vraiment besoin de ça, Tony? T'es déjà gazilliardaire, là. Tu sais, mais là, c'est pas pour Owen. C'est pas pour Owen pantoute. Ah non, c'est pour lui. C'est dans ses intérêts de sa compagnie. Ben oui, ça. C'est très de ça. Regarde, tu regarde. Y a-tu d'autres nouvelles que ça vous tente qu'on jase, les boys? Parce que sinon, on va aller à la chronique à Steve. Moi, je t'en maudis. Là.
Ouais, j'avais une nouvelle Ben, vas-y. qui était... Attends un peu, il faut que je retrouve ma nouvelle, par exemple. C'est mieux, ouais. Ouais. Ça va tout le temps mieux quand on les retrouve que quand on les retrouve pas. Hey, les boys, c'est confirmé. On va avoir un troisième affrontement entre Cody Rhodes puis Brock Lesnar. Mm-hmm. Puis, c'est confirmé que ça va être à SummerSlam. Il y en a qui disent pourquoi ils ne mettent pas ça à Money in the Bank? La raison est bien simple, là, selon Fightful. C'est que Brock a un contrat à l'apparition. Puis, ils veulent pas nécessairement brûler toutes les apparitions trop vite. Ils veulent pas le booker dans toutes les pay-per-views. C'est ça. Le troisième affrontement, par exemple, il va y avoir une stipulation. Cody a demandé que ce soit un dog collar match, puis ça a été refusé par la WWE. Cody, il a pas peur, hein? Hey, à moins que Brock soit beaucoup moins stiff qu'il ait de l'air, là, je comprends pas son but. Bah, intéressant. On va suivre ça. Ils peuvent encore changer d'idée. Vince est revenu dans la photo. Amener jusqu'à là, cette feud-là, du bon sens pareil. Oui, ça a bien de l'allure. Oui, puis là... Les combats sont bons, puis... Tu sais, pas ramener Cody dans le giron de Roman Reigns avec ce qui se passe avec la Bloodline, ça marche, là. Ça, c'est logique. Ça fonctionne. Allez, on s'en va à la chronique de Steve tout de suite après ceci. De quoi nous parles-tu cette semaine, mon cher Steve? Cette semaine, les boys, je vais vous parler de CM Punk. Mais non! Contrairement aux chroniques précédentes, là, on ne fera pas la biographie de CM Punk. CM Punk a toujours voulu en faire plus que le client demandait. Puis quand il était à WWE, il souhaitait laisser un héritage qui parlerait de lui-même. Il est parvenu à le faire d'une certaine façon parce qu'il s'est fait un bon nom. Mais ça a mal fini. Puis ce soir, on va parler de certaines raisons pour expliquer son problème d'attitude. OK, intéressant. La WWF a commencé à faire travailler CM Punk dans le temps à la ECW. Mm-hmm. Puis lorsqu'il a été appelé du programme de développement, Paul Heyman capotait sur CM Punk. Il voulait absolument travailler avec lui. Mais il y a des membres de la direction de la WWF qui, eux autres, ne croyaient pas en Punk. Certains dirigeants ont même prétendu que CM Punk n'avait pas de micro. À December to Dismember, qui est le seul pay-per-view de la AEW, qu'une fois qu'il est devenu sa propre émission. C'est ça. CM Punk a été là, mais c'est la seule et unique fois qu'on l'a vu à la AEW. Il était supposé d'être à la ECW. Il était supposé de gagner le Elimination Chamber, mais Vince McMahon a choisi à la place de faire gagner Bobby Lashley. Le match, d'ailleurs, est considéré comme un énorme échec. Puis l'élimination précoce de Punk, je ne sais pas si vous en rappelez, a nuit au combat parce que le monde sont mis à huer. Oui, je m'en rappelle très, très bien. Ouais. En 2011, CM Punk est devenu la star de la WWF la plus en vue. Il a battu John Cena à Money in the Bank pour remporter le championnat de la WWE. Puis en coulisses, ça allait déjà mal parce qu'il y a des gens avec beaucoup d'influence qui ne l'aimaient pas. The Summer of Punk. Oui, c'est ça. Puis à SummerSlam, il bat nouveau Cena pour devenir l'Undisputed Championship. Mais après la victoire, Kevin Nash arrive de la foule, il attaque Punk, puis ça a permis à Alberto Del Rio d'encaisser son Money in the Bank dans la victoire la plus rapide, soit 11 secondes. Puis le pire, là, c'est que, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça, là, mais c'est que Kevin Nash, là, quand il arrive, là, il est habillé, il a l'air du Sandman dans Spider-Man avec son T-shirt rayé. Là. Ça paraît tellement qu'il y a du Grecian Formula à grandeur sur lui. C'était vraiment une utilisation. Hey, là, il y avait peut-être quoi, 52-3 dans ce temps-là, Kevin Nash. Là. Ah, facile. Ça avait aucune espèce de. En tout cas, ça avait pas. Ça se tenait pas debout. Tu sais qui te sort, Kevin Nash, en 2011, là, tu sais? Après ça, Punk a été mis dans une rivalité avec Jeff Hardy. Punk, lui, refusait de jouer sur l'alcoolisme de Hardy, comme la WWF demandait.
Il a eu sa rivalité. Après ça, il est allé dans une rivalité avec l'Undertaker pour le titre de champion du monde. Les fans espéraient un match de rêve entre la nouvelle star qui était CM Punk puis la figure légendaire qui est Undertaker. Punk a conservé le titre lors du premier match avec un faux Montreal Screwjob. Je sais pas si vous vous en souvenez, boys. Ça moi, c'est plus... Mais c'est après qu'ils ont eu le match à Mania, ça doit. Ouais, c'est ça, il y a bien ça. Mais la WWF a poussé ça plus loin puis ont fait un match revanche, un Hell in the Cell. Undertaker a remporté le Hell in the Cell en moins de 10 minutes. La victoire définitive a fait passer Punk pour un champion faible. Puis plusieurs années après, Taker a indiqué qu'initialement, le match devait durer 20 minutes, mais qu'il y a des gens qui avaient une certaine influence et des liens de parenté assez forts à la WWF avaient insisté pour une victoire facile du Taker. Fait que là, on pense que c'est soit Shane, soit Triple H. Ben c'est ça, parce que la querelle entre Triple H et CM Punk, elle s'est pas nécessairement déroulée comme la WWF l'avait prévu pour Punk, parce que tout le monde pouvait voir l'élan de Punk qui grandissait. Puis il faisait des promos, il démolissait Vince, il démolissait Cena, il démolissait Triple H. L'arrivée en scène de Kevin Nash était déjà une mauvaise chose pour Punk, mais il y a eu une blessure à Nash qui a fait que la WWF a mis Triple H pour affronter Punk. Triple H a remonté dans le ring pour la première fois depuis des mois, puis il a battu Punk dans leur seul grand match. Je t'arrête. Rappelons-nous qu'un des meilleurs bodies sur la terre de Triple H est Kevin Nash. Ouais. Puis que Kevin Nash, je dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais que c'est déjà arrivé, des membres de la clique simulent des blessures, c'est déjà arrivé, ça? Ben oui. Fait que... on jase. Punk a admis qu'il méprisait la fin du match, puis beaucoup ont cru qu'elle avait été faite intentionnellement pour l'humilier. Puis à la fin du match, vous le regardez comme faux. C'est rare, mais Triple H a fait un botch. Dernière apparition de CM Punk à la WWE, les gars, c'est au Royal Rumble 2014. Ça a été simplement dégueulasse. Kane a coûté le match à Punk en l'éliminant, alors que Kane était déjà éliminé. Les fans sont mis à huer, puis on a eu une victoire de Batista. Oui, puis Batista qui revenait, là, c'était out of nowhere, vraiment. Là. Puis, comble de malheur, CM Punk a fait l'un des retours les plus improbables dans le monde de la lutte en tant qu'employé de Fox Sports pour rejoindre le panel de talk show WWE Backstage. Puis lors de ses apparitions occasionnelles, le Punk rejoignait Renee Young, Page, Booker T, puis il parlait des produits de la WWE. La Fox a déboursé une somme importante pour avoir Punk parce qu'il refusait catégoriquement d'être impliqué là-dedans. Mais malheureusement, l'épisode a été annulé beaucoup plus rapidement que tout le monde s'attendait. Punk a récolté le chèque, puis c'est tout. Punk est amer envers la WWE, mais quand tu te mets à regarder les raisons, il n'y a pas tort. C'est un peu comprenable. Regardez, là, c'est super simple l'histoire de CM Punk. Là. CM Punk, c'est devenu un phénomène indie très rapidement. À Ring of Honor, une des meilleures trilogies de l'histoire de la lutte avec Samoa Joe. Il y a eu un petit passage à Impact à l'époque, pour ceux qui ne se rappelleraient pas. Là. Il a pris une tasse de café, là, genre, chez Impact. Après ça, il s'est ramassé dans le territoire de développement de la I. Heyman était là. Heyman a tout de suite vu le potentiel de CM Punk. Il a catché en 10 secondes c'était quoi le personnage de CM Punk. Puis CM Punk, en plus, c'est un gars hyper intelligent. Puis il a impressionné Paul Heyman parce que CM Punk voulait comprendre comment tu fais ça un show de TV, comment tu fais ça du montage, comment tu fais ça une prise de son, comment tu construis ça un show de TV, tu le quittes, tu sais. Puis Paul Heyman, il s'est pris d'affection pour CM Punk, là. Tu sais, en partant, là. Fast forward, CM Punk se fait caller up, Paul Heyman se fait caller up. Et là, ben, c'est Paul Heyman qui est comme le Godfather de CM Punk, qui le vend à tout le monde.
Mais Vince McMahon n'a jamais compris ce qu'était CM Punk. Il n'a jamais compris Straight Edge. Il n'a jamais compris le mouvement Punk. Il n'a jamais compris l'attrait des jeunes pour CM Punk. Il n'a jamais compris ça. Ça ne rentrait pas dans la tête. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que CM Punk, en partant, c'est un gars qui avait quand même une attitude particulière. Sauf que malgré ça, ils n'ont jamais compris c'était quoi CM Punk à WWE. Puis, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait chier. Puis, à WWE, quand Triple H était encore actif, qu'est-ce que tu faisais quand tu voulais faire chier un worker? Tu faisais gagner Triple H contre lui. C'est tout. Oui. Pas plus dur que ça. C'est ça qui est arrivé dans le cas de CM Punk. Puis, CM Punk, à la lumière des très pertinentes informations que tu nous as fournies, ben, maintenant, là, je peux comprendre que le gars soit aigri. Je peux comprendre que le gars, ça soit, tu sais, qu'il y ait un comportement discutable. Puis je peux comprendre qu'il ait fait ce qu'il a fait. En plus de ça, les revendications de CM Punk au sujet des traitements qu'il a eu au niveau médical par le WWE, il a gagné. Il a gagné. Il a obtenu réparation, puis Colt Cabana, même affaire. Fait que, regarde, à un moment donné, là, je comprends très bien CM Punk qui disent « fuck you, buddy » à WWE. Là, je suis capable de comprendre d'où ça vient. Puis, même, écoute, là, même la pipe bomb aurait dû être de quoi que tout le monde allume au niveau du management de la WWE pour dire « hey, on tient quelque chose. » Tu aurais pu faire 2 ans de fio dans le Punk puis Cena. Mais non, ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris le phénomène culturel associé au straight edge, puis au mouvement punk, puis à toutes ces affaires-là. Fait que, regarde, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Puis, regarde, ils ont fait ça dans le contexte de plein de monde. Ils ont fait ça Booker T. Hey, Booker T. Triple H qui fait un pedigree à Booker T, ça prend 40 secondes avant qu'il aille s'installer sur lui pour que le ref compte. Puis, il gagne. Il n'y a pas de kick-out. À WrestleMania, là. À Mania. Pensez à ça, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, Triple H a toujours été l'espèce d'instrument de faire chier le monde de Vince. Puis là, ben regarde, Triple H, il a des qualités aussi, là, puis regarde ce qu'il fait pour les boys and girls de la WWE, tu sais, il est ailleurs, là, on s'entend, là. Sauf que, regarde, à cette époque-là, puis on reviendra même pas sur le Screwjob, là. Je m'en vais même pas là. Mais il était au courant, là, fuck you. Là. Si Triple H essaie de faire croire à quelqu'un qui n'était pas au courant du Screwjob qui s'en venait, là, shine it, là, parce que c'est pas vrai, ça. Ouais. Mais c'est un bon worker. C'est un très bon worker, Triple H. Mais CM Punk, ben regarde, Triple H était le blender de Vince pour les workers qui étaient écœurés ou qui comprenaient pas ou qui voulaient tasser ou peu importe. Fait que, oh, hello, my machine in the house. Fait que c'est ça. Fait que c'est bien... ouais. Puis là, ben regarde. Par contre, où est-ce que CM Punk est niaiseux? OK? C'est que des années plus tard, il signe un autre gros deal. Oh, puis je te parle même pas du UFC, là. Ça prenait du guts, pareil, pour faire ce qu'il a fait. Mais il signe un gros deal avec la AEW. OK? Là, il y a eu des blessures, tout ça. Puis il l'a bien fait, là. Il a mis des gars over, puis il a aidé à mettre over MJF, puis tout, là. Il comprend son rôle, il sait où ce qu'il est dans sa carrière et tout le kit. Mais son pipe bomb là, de Scrum Media là, qu'il a fait avec Tony Khan à côté, là. Mais ça aide pas à ce que ceux qui étaient d'accord avec Vince McMahon changent d'idée, là. Ah non, ça, c'est maillet, là. Il n'aurait jamais dû faire ça. Puis de toute façon, CM Punk a été maillet, oui. Sauf qu'il y a bien des affaires qu'il a dit qu'il avait raison. C'est juste la tribune qu'il a choisie qui n'a pas d'allure. Puis l'autre, maillet, c'est Tony Khan. Ah, ça, je te le donne. L'autre, il est assis à côté, puis... Hey, voyons donc, là. Voyons donc. Tony Khan, il s'est payé une compagnie de lutte. Les lutteurs, c'est ses amis puis ses jouets. Puis, tu sais, là, il va falloir... En tout cas, regarde, je ne partirai pas là-dessus, mais puis là, ben encore un autre problème qui joue sur la crédibilité de tous les moves associés à CM Punk. Ben là, le Rebellion, ben là, il va-tu être là? Il va-tu pas être là? Il va-tu être là? Il va-tu pas être là? Ah, il va être là! OK. Tu sais, regarde, là, c'est pas... Tony Khan, c'est un tapis d'entrée, là. Voyons, tu penses-tu que Vince aurait laissé un de ses gars parler de même d'un scrum, toi, puis que sa tête aurait resté sur ses épaules? Voyons donc. Jamais dans 100 ans. Jamais dans 100 ans.
Jamais personne n'aurait osé même faire ça, je pense. Mais non, oublie ça. Là. Oublie ça. Hey, les boys, on rend hommage. Il n'y aura pas de 2 tunes. Ça va être écrit 2 tunes, mais il va en avoir rien qu'une parce qu'il n'est pas question qu'on mette plus qu'une tune cette semaine. La tune qu'on va faire jouer, évidemment, c'est en hommage à l'Iron Sheik. Le titre de la pièce, en fait, c'était son thème. Il y en a eu plusieurs, mais c'était le thème sur lequel on l'a le plus connu. Ça s'appelait Desert Threat, la menace du désert. Et c'est bien sûr le thème de l'Iron Sheik. Ce sera notre, outre ce que nous avons dit plus tôt, ce sera notre petit hommage, bien sûr, bien humble à cette grande légende qui nous a quittés. Et par la suite, allez-vous-en pas trop loin parce qu'il se passe bien des affaires dans le monde de la lutte au Québec cette semaine, puis on va en parler avec nos 2 spécialistes, bien sûr. Tout de suite après Desert Threat, le thème de la WWE, appelons-le moderne de l'Iron Sheik. Austin 316 says I just whipped your ass. Fait qu'il se passe pas mal d'affaires, les boys, sur la scène de la lutte du Québec. Je sais qu'il y a un paquet de galas. On n'aura probablement pas le temps de tous les passer, mais je sais qu'il y en a quelques-uns que vous vouliez mentionner. Je vous cède l'antenne, messieurs. Je sais qu'il y a les promotions JR ce samedi, mais avant le samedi, c'est vendredi à Sorel, la XZW, qui présente au bar 525 son événement mensuel. Ceux qui sont dans le coin de Sorel, allez voir ça. La XZW, c'est une belle fédération. Puis tant qu'à parler de la XZW, vite, je veux leur rappeler que la BCW, vendredi dernier, l'idée Team BCW, l'idée par le capitaine de l'équipe, l'adorable Steve Ace, a pas le cul de la XZW en dehors de Sainte-Martine.
Là, fait qu'il y a des fioles qui se préparent. Ouais, ben écoute, ça a été un gros gala, ça, vendredi dernier. On en était pas mal fiers. Toute l'équipe de la BCW, tout le monde était galvanisé à la fin de la soirée. Je pensais jamais prendre autant de photos et signer d'autographes dans toute ma vie, puis je l'ai toutes faites dans la même soirée. À un moment donné, puis là, je vais faire une petite aparté. Là. Guillaume, un de nos rappers, il est là. Puis il arrive, il vient me voir, puis il me dit « Fais 5 minutes, je tasse du monde pour venir te dire bonjour. » Rockstar. Steve Ace is a rockstar. Il est presque Ça a été une autant maudite over. belle soirée, puis ce que je vais faire, c'est éventuellement, j'ai le combat, on le regardera tout le monde ensemble. Ah, c'est là. cool, ça. Ben oui. Steve Ace, il en reste encore bien longtemps, Steve Ace? Si je dis à ma femme, si j'en parle à ma femme, je dis que je finis cette année, ben à toi, je vais te dire que je finis en 2024. OK. Bon. Vous l'avez entendu en primeur dans le Carré rond, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les boys, là, qu'on peut... Ben, il va y avoir samedi, il va y avoir Luc Laurentide, naturellement, qui est de notre fédération, naturellement dans les Laurentides. Eux autres aussi présentent des bons galas, des belles cartes. Puis c'est leur gala booké par une intelligence artificielle, semblerait-il. Ben oui, on d'autres, oui. Hey, ça me surprend pas. Le là. gala C'est ChatGPT. qui s'occupe de ça. Ouais, le gala ChatGPT. C'est la façon, c'est la promotion qu'ils font autour de ça. Okay. Je ne sais pas si c'est ChatGPT, mais à suivre. Mm-hmm. Puis, à Montréal, samedi en après-midi, il va y avoir un gala pour l'ouverture de la bibliothèque dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ça se situe au coin de Ontario et P9. Ça va être un gala dans la rue. C'est un gala de lutte gratuit. Ouais, je vais peut-être aller faire un tour, moi, si ça donne samedi. C'est un gala qui a été mis sur pied par Pat Laprade. Il va y avoir des gros noms là, sur cette carte-là. Le Frankie the Mobster, TDT. Jacques Rougeau. Non, je pense que j'ai pas vu Jacques Rougeau. Je niaisais. Ah, Mais, c'est de l'apparition surprise, ça. Ouais, beaucoup de gros talents. Ouais. Puis en soirée, samedi soir, dans l'Est de Montréal, encore une fois, dans le coin de Montréal-Est, des promotions JR qui vont fêter leur premier anniversaire aussi avec un autre gros gala. Ça promet. Bon, Donc, cool. Hey, grosse fin de semaine de lutte. moi, je veux prendre 2 secondes, messieurs, pour remercier des gens. Je veux dire merci aux gens, parce que là, l'épisode que vous êtes en train de regarder ne sera pas sur patreon.com/le carré rond, parce que nous avons déménagé nos pénates sur patreon.com/Touski TV, parce que ce qu'on veut faire, c'est en offrir plus à ceux qui étaient déjà avec nous autres et à ceux qui sont également des fans de Touski TV. Donc, je veux simplement là, que ce soit très clair pour tout le monde que là, cette émission-là va être disponible en rattrapage seulement sur patreon.com/Touski TV. Par contre, dans une semaine, elle va être disponible comme toutes nos autres choses sur YouTube, mais l'exclusivité de ça, on l'offre évidemment l'accès à la Rib Room aussi, on l'offre aux membres de patreon.com/Touski TV. Fait que je veux dire merci à ceux qui ont fait le transfert. Je veux inviter à nouveau les gens qui ne l'ont pas encore fait à venir nous rejoindre sur patreon.com/Touski TV. Je veux inviter les gens qui sont des membres de patreon.com/Touski TV à obtenir accès à la Rib Room, parce que ça ne change pas. Donc, si vous êtes des membres de Touski TV, bien, vous pouvez vous joindre à nous puis venir faire du fun avec nous autres, échanger des mimes, échanger du gossip, des informations, des rumeurs, des mimes humoristiques et tout ça. Fait que c'est pas compliqué. Je résume. Patreon.com/le carré rond n'existe plus. Maintenant, nous avons transféré toutes nos activités sur patreon.com/Touski TV. Par contre, ceux qui sont dans la Rib Room, ben, ne perdent pas cet accès-là. S'ils transfèrent sur patreon.com/Touski TV, bien sûr. Alors, je remercie encore une fois tous ceux qui l'ont fait. Et dans les prochains jours / heures, je vais mettre un terme à la plateforme Le Carré rond. Ça, c'est la première affaire que je voulais dire. La deuxième affaire, c'est que je veux dire merci à nos nouveaux hébergeurs, c'est-à-dire nos amis de baladoquebec.ca. Je veux les saluer d'ailleurs, Daniel, Max et Yves, qui travaillent fort parce qu'on n'est pas... on a beaucoup de podcasts chez podcast.com. Ça fait beaucoup de travail. Il faut tout synchroniser ça. Il faut tout s'assurer que tout est conforme et ainsi de suite, que ça suit sur les différentes plateformes, Spotify, Apple et ainsi de suite. Et il y a eu des petits challenges. On n'appellera pas ça des problèmes, on va appeler ça des défis. Et ils travaillent fort là-dessus. Puis je dirais que 90% de toutes les problématiques associées à ça sont là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes déjà abonné, que ce soit sur Apple, Google, Spotify ou peu importe, bien, techniquement,
il ne devrait plus y avoir de problème parce qu'il y a eu une espèce de petite zone grise, zone tampon, au cours de laquelle ça a été plus long un petit peu à obtenir les épisodes. Mais là, la situation serait résorbée. Si elle ne l'est pas, elle est en phase de l'être très, très, très rapidement. Donc, voilà. Sinon, là, c'est ça, JC, là, avant qu'on close officiellement, là, c'est quoi l'affaire? Là, ça a l'air, tu t'en vas au Mexique, toi, là tu t'es fait booker pour ring announcer à AAA ou à CMLL? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Écoute, moi, j'ai reçu un appel, ils m'ont dit débarque au Mexique la semaine prochaine, je m'en vais voir ça, puis je te tiens au courant. Bon, écoute, non, mais pour de vrai, par exemple, c'est, on te souhaite, là, tu vas être là la semaine prochaine. C'est le show d'après que t'es pas là ou c'est la semaine prochaine que t'es pas là? C'est la semaine prochaine, je suis pas là, je décolle mardi. Ah, c'est pas facile, hein? Maudit. Hein? Hey, moi, ça m'écœurait, ça. Ah, ouais. Hey, je suis tellement déçu, boys. Non, ta blonde qui te pogne encore, les culottes à terre. Hey, fais tes valises, on s'en va en voyage. Toi, tu dois être comme, non, pas encore, là. C'est tellement désagréable, là. Oui, tu dois J'ai capoter. d'aller me reposer en buvant des drinks sur le bord d'une piscine. En tout cas, on va penser à toi, là. Écoute, pendant que tu vas souffrir là-bas, Faites un téléthon pour moi. Écoute, on va essayer de faire de quoi de même. Steve, toi, es-tu dans un ring en fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, moi, je suis pas dans un ring en fin de semaine. J'ai un anniversaire de mariage d'un de mes chums. Oh. Après ça, je rembarque dans un ring le 24 juin seulement. Mais j'ai juillet et août plein occupé, plus de place, plus de date, plus d'air lousse après avec ma femme, rien. Bon, écoute, tu nous feras des comptes rendus de ça. Tu nous informeras de où on pourra aller te voir. Sinon, d'ici là, les amis, un gros merci. On remercie bien sûr Michael Bisson de la NSPW. On vous le rappelle, allez faire un tour sur la page Facebook de NSPW. L'événement s'appelle Golden Opportunity. C'est le 17 juin. Il reste des billets. Pas sur le parterre, mais dans les estrades, c'est 20$. Événement familial, grosse carte, gang roll, tout le monde qui est un peu quelqu'un dans le monde de la lutte au Québec. Il y a bien du monde qui vont être là. On le remercie bien sûr de nous avoir offert de son temps. On va le rebooker parce que moi, je veux qu'il nous parle de booking. Il n'y a pas des centaines de bookers de lutte sur la Terre. Des centaines peut-être, là, mais c'est quelque chose de très particulier puis ça va être le fun de pouvoir discuter de ça avec lui. On a senti rapidement que c'était un passionné là-dedans. Tout à fait. Absolument. C'était contagieux, sa façon de l'exprimer. Et sur ce, chers amis, je vais vous laisser sur le meilleur mash-up de musique de lutte qui est l'œuvre de mon chum Super Dave, conçu spécifiquement pour le Carré Rond, qui est présenté sur twitch.tv/TouSkiTV tous les mercredis à 19h. Puis je suis content parce que je l'ai vu aujourd'hui. En plus, il est dans le coin avec son band Gun Toy. Allez voir ça sur Facebook. Ils sont en tournée un peu partout dans le Québec. Et donc, voilà. Je vous le rappelle, faites attention à vous autres. Faites attention à ceux qui sont autour de vous. Puis, on vous retrouve la semaine prochaine. Bonnes vacances, JC. Je sais que c'est pas facile, mais regarde, tu vas être capable. Bon, all right. Salut tout le monde. Merci encore. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.